Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 39e épisode, nous allons parler de l'Alliance thérapeutique en compagnie d'un hôte de marque, Gabor Sagi. Gabor est kinésithérapeute libéral mais également un formateur très expérimenté, mondialement connu et reconnu. Il est celui par qui le concept MDT s'est développé en France. Vous avez donc forcément entendu parler de lui. En plus d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique, il a des connaissances larges et transversales concernant la prise en charge en musculo-squelettique. D'un commun d'accord, la thématique du jour concerne donc l'alliance thérapeutique et non le concept McKenzie, que vous pourrez par ailleurs retrouver avec Jean-Philippe Deneville dans un précédent épisode. Vous trouverez le lien de cet épisode en commentaire. Dans cette première partie, nous évoquons ce qu'est l'alliance thérapeutique, mais également la notion de reflet, un outil magique pour optimiser vos prises en charge. Vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences et des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog ou podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Il s'agit du 39e, 39 comme le département dans lequel on se trouve, le Jura. Et j'ai la chance, l'immense honneur d'avoir aujourd'hui Gabor Sagi, qui va se présenter un petit peu après. Pour rappeler le contexte, j'ai des liens d'intérêt avec ce podcast puisqu'il est fait dans le cadre de GMK, qui est un organisme de formation pour lequel je travaille. Et d'ailleurs, dans ce cadre, on collabore avec MDT McKenzie. Et donc, ça nous lie un tout petit peu quand même au niveau lien d'intérêt avec mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Gabor. Et bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Après une belle journée de formation qui vient juste de se terminer. Oui, non, je pense qu'il s'est bien entamé. Oui. Et content d'être à Dole. Oui. C'est la troisième fois que tu viens, je ne sais plus. Tu es déjà venu pour le D? C'est la deuxième fois, je crois. D'accord. La deuxième fois, oui. Et aujourd'hui, c'est un C. Je crois que tu reviens l'année prochaine pour un A, je crois. Oui, ou pas? je crois que c'est le cas, oui. Alors j'ai appris tout à l'heure dans ta présentation que le Doubs, en tout cas la Franche-Comté, n'était pas inconnu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et te présenter Oui. Donc je suis familier avec le Doubs depuis que j'ai fait mon IFMK à Besançon. Donc c'était il y a bien longtemps puisque j'ai eu mon diplôme d'État en 1986. Et donc j'ai passé 3 ans dans la belle ville de Besançon. J'en garde de très bons souvenirs d'ailleurs. Et voilà, donc si je dois présenter brièvement mon parcours professionnel, je pense que ce qu'il y a d'inhabituel dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 11 ans à l'étranger. J'ai passé 7 ans à Londres, j'ai passé 4 ans à Chicago, avec un petit détour par la Nouvelle-Zélande. C'est lors de mon séjour en Angleterre que j'ai rencontré des gens qui utilisaient la méthode McKenzie et que j'ai commencé à développer un intérêt pour cette méthode de travailler. Ce qui m'a surtout séduit au départ, c'est que c'était quelque chose d'actif par rapport à la pratique de l'ostéopathie. J'avais fait un cursus complet d'ostéopathie quand j'étais en Angleterre et j'étais pas très à l'aise dans cette interaction avec les patients dans laquelle les gens venaient me présenter leur corps comme ils amèneraient une machine à laver chez le concessionnaire et réparez-moi tout ça et puis je peux retourner à faire tout comme avant dans mes activités de la vie de tous les jours. Et puis j'avais l'impression d'avoir quand même un manque de pérennité dans ce que je faisais. Et donc j'étais séduit par le côté actif, à la fois par le bras de levier que ça procure, parce que dès que quelqu'un peut effectuer des exercices plusieurs fois par jour, au bout de quelques jours, ça fait vraiment un grand nombre de répétitions et je trouve que ça donne un grand bras de levier, que ça donne beaucoup d'efficacité dans ce qu'on fait. Et puis après, je suis très séduit par le fait que le patient soit autonome et qu'il, suivant l'expression consacrée, qu'il soit l'acteur principal. Et sinon, donc c'est moi qui ai créé l'Institut McKenzie en France. Fort heureusement maintenant, j'ai vraiment une super équipe. On a 10 enseignants et je suis vraiment très très content
de l'équipe qu'on a. On a de très bons retours, je trouve, de nos participants sur chacun de nos enseignants. Donc ça, c'est un point fort, je trouve, de l'Institut Mackenzie. Et en ce qui concerne l'enseignement des séminaires, je suis un vieux routier, on va dire, puisque ça fait plus de 20 ans que j'enseigne les séminaires. Bon. Et la chose un peu miraculeuse, c'est que je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas une minute. Je pense que les gens le sentent dans les cours. Je suis toujours aussi enthousiaste. Après, je pense que je m'en lasse pas aussi parce que le contenu a vraiment évolué. Je pense que les cours qu'on faisait il y a 20 ans étaient vraiment différents. Et puis, moi, j'ai tellement de retours de kinés qui me disent que c'est un apport pour leur pratique. Moi, chaque fois que je termine une formation, j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde. Donc, je m'estime un homme heureux. Et puis après, donc, des conflits d'intérêts pour parler de la méthode Mackenzie, j'en ai un double, puisque je suis donc enseignant et gestionnaire de l'Institut Mackenzie France, et je fais aussi partie du comité de direction de l'Institut Mackenzie International. Donc je suis impliqué jusqu'au cou dans la méthode Mackenzie, et donc j'invite les auditeurs à avoir un esprit extrêmement critique par rapport à tout ce que je vais pouvoir dire en faveur de la méthode Mackenzie, parce que de façon évidente, j'ai un énorme conflit d'intérêts. Ok, je te remercie. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, on ne va pas parler aujourd'hui précisément de Mackenzie. Oui. En l'occurrence, entre autres parce que il y a maintenant presque 4 ans, un peu plus de 4 ans, j'avais interviewé Jean-Philippe Denneville qui était venu, je crois que ça devait être une des premières sessions ici qu'on organisait avec vous. Et il y a un podcast à peu près d'1 heure où il parle d'MDT, Mackenzie. Donc je vous invite à aller l'écouter, il est super bien. Il a déjà été écouté presque 10 000 fois, je pense, tout confondu entre le podcast et la vidéo. Donc n'hésitez pas, et toujours d'actualité. C'est toujours très intéressant de réécouter tout ça. La thématique du jour, justement, c'était pour parler de quelque chose, je pense, qui vous est quand même très cher dans Mackenzie, qui est l'alliance thérapeutique. Et cette alliance thérapeutique, d'ailleurs, quand je t'ai questionné en te demandant voilà, est-ce qu'il y a une thématique qui t'intéresse particulièrement, tu m'as tout de suite répondu ça. Et c'est vrai que je pense que c'est un cœur de métier. Je suis hyper content qu'on en parle. Je ne l'ai jamais encore développé au sein d'un entretien. Et peut-être que déjà, tu pourrais commencer à nous expliquer, histoire de poser le contexte, ce que c'est que l'alliance thérapeutique, si on peut donner une sorte de définition générale. Alors, je crois qu'originellement, le terme est vraiment issu des thérapies cognitives et comportementales, et qu'on l'a un petit peu détourné. Mais je pense qu'il faut faire d'abord un petit préalable et dire que historiquement, il y a une relation très asymétrique entre les soignants et les soignés. Et d'ailleurs, dans le mot patient, il y a une connotation drôlement passive. Hein. Et que sous l'impulsion de personnes comme ceux qui ont développé l'entretien motivationnel, donc Williams et Rolnick, il est vraiment devenu apparent qu'on avait énormément à gagner si on cherche à modifier le comportement du patient, à réfléchir à notre positionnement par rapport au patient. Et donc à sortir de la position de « moi je suis l'expert et toi tu es le patient et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire », sur une idée d'échange d'expertise. Et moi j'adore cette vision de la relation entre le patient et le soignant dans laquelle il y a cette notion d'expertise des deux côtés. Le thérapeute, lui, a des connaissances d'anatomie, de biomécanique, de physiologie, de pathologie. Il a des stratégies d'examen, il a des stratégies thérapeutiques et puis il a une expérience. Donc ça, c'est son expertise à lui. Et en face de lui, il a quelqu'un qui, on va dire, est l'expert de son corps. Il n'y a que lui qui sait ce qui se passe dans son corps. Et il est l'expert de sa vie. Et il est expert de ses capacités à lui. Il sait ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas, etc. Et donc, il y a cette notion qui me séduit beaucoup. De dire, bon, c'est la rencontre de deux expertises. Et on n'est pas dans une relation hiérarchique, mais on est dans une relation collaborative entre le patient et le thérapeute. Et donc, puisqu'on n'est pas dans une relation de domination entre le soignant et le soigné, le patient ne va pas faire l'exercice parce qu'on lui ordonne ou qu'on lui prescrit. Il ne va pas le faire parce qu'on l'intimide ou parce que juste qu'il veut faire plaisir au thérapeute. Le but, c'est d'engager un processus dans lequel on aide le patient à accéder à sa motivation intrinsèque
et qu'on est vraiment plus dans une position de guide que dans une position de quelqu'un qui domine l'autre personne. Et donc, on va cheminer ensemble. Et d'où cette notion d'alliance. C'est vraiment un abord collaboratif. Et alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait que ce qu'on enseigne a beaucoup changé ces 20 dernières années. Et si je devais isoler 2 domaines dans lesquels on a vraiment changé notre discours, le premier, ça serait sur la nouvelle compréhension de la douleur et de la sensibilisation du système nerveux, etc., et de l'importance que ça prend, et toutes ces évolutions formidables issues des travaux des neurosciences et de gens comme Lorimer Moseley, David Butler, Adrian Lowe et bien d'autres, donc, qui vraiment ont contribué énormément. Et l'autre domaine, c'est vraiment cette réflexion sur, puisque dans l'approche McKenzie, on est avant tout en train de privilégier des stratégies d'autotraitement, eh ben, il devient drôlement important de réfléchir à quelle est la meilleure façon pour que le patient s'engage dans le traitement. Et il faut bien dire qu'originellement, si on regarde les vidéos de Robin McKenzie interagir avec un patient, on est vraiment dans une démarche quand même assez paternaliste, un petit peu autoritaire. Il dit à ses patients quoi faire. Et bon, c'est aussi une autre époque. Hein. On parle de quelqu'un qui a commencé à travailler dans les années 50. Et moi, quand j'ai vu Robin McKenzie avec des patients, il avait déjà plus de 70 ans. D'accord. Donc mais donc je pense que d'une part l'époque a changé et que les patients ne sont plus les mêmes et que l'époque n'est plus la même. Et puis aussi qu'à la lumière de toute cette recherche qui a été faite, il est vraiment évident qu'on est plus efficace. On est plus efficace si on est sur une relation collaborative. On a beaucoup plus de chances d'induire une modification de comportement du patient. Or, on sait maintenant que pour ce qui est des problèmes musculo-squelettiques, le modèle médical classique de je traite ponctuellement dans le temps et c'est terminé, ça ne se produira plus, et bien que ce n'est pas vraiment la réalité de ce qui se passe dans le terrain. Il y a quand même pas mal de méta-analyses qui semblent indiquer que si on a eu un épisode un petit peu sévère, on a plus 70 ou 80% de chances on cite tout le temps la méta-analyse de Pengel, bon, il y en a peut-être des plus récentes, mais on est quand même dans des fourchettes élevées de chances de récidive. Donc l'idée de traiter isolément dans le temps et c'est terminé, je pense que c'est une vision erronée. Pendant longtemps, nous, dans le système McKenzie, on parlait vraiment de prévention des récurrences. Et honnêtement, à ce stade, moi, je ne suis pas certain que qui que ce soit capable d'empêcher complètement que quelqu'un ait des récurrences. Par contre, je pense qu'on peut obtenir, même si nous, on n'a pas encore assez de travaux de long terme pour le prouver, mais moi, je suis convaincu qu'il est possible d'obtenir que les patients aient des épisodes qui soient plus espacés, moins sévères, qui soient capables de les gérer tout seuls. Et donc, si tel est notre but, eh bien, il faut vraiment que le patient soit engagé dans le processus, qu'il ait assimilé des stratégies, qu'il se les soit appropriées. Et ça, on pourra vraiment l'obtenir qu'avec une alliance thérapeutique, avec quelque chose qui soit collaboratif et dans lequel le patient comprenne que c'est son intérêt qui est en jeu. Et je pense que ce qui est très séduisant pour le patient, c'est qu'il comprenne dans mon démarche qu'on cherche le mode d'emploi ensemble. Et je ne suis pas en train d'appliquer une recette avec toi, on est en train d'explorer la réponse de ton corps. Et moi, j'ai tout un ensemble de stratégies à te proposer pour explorer ça de façon méthodique, systématique, essayer de trouver la façon la plus pratique à mettre en œuvre pour toi, pour que tu puisses gérer ce corps au mieux sur le long terme et avoir le moins de désagréments possible avec ton corps, avoir le moins de douleur possible. Dans ce que tu viens de dire, on voit qu'effectivement dans l'alliance thérapeutique, il y a énormément d'avantages, notamment au niveau de l'autonomisation du patient. Et je lis que dans MDT, pour vous, c'est vraiment important, puisque vous êtes d'ailleurs dans votre concept, on sent vraiment prégnant ce besoin je crois qu'on parle de position basse du thérapeute, de sortir du biomédical un peu triomphant des années 50-60. C'est marrant, tu as parlé de McKenzie, tu disais qu'il était peut-être un peu rugueux. Allez, à cette époque-là, c'était peut-être un autre temps. Et il me semble quand même
que, par exemple, Maitland, à l'époque, lui, était plutôt connu pour être dans, alors peut-être pas dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'entretien motivationnel, mais au niveau, en tout cas, de l'interrogatoire, il avait tendance à être plutôt très, très centré sur le patient. Oui. Il me semble, mais je ne sais pas, c'est quasiment à la même époque. Hein. C'est quasiment la même époque, c'est vrai, mais je pense que Maitland était un grand précurseur de ce point de vue-là. Et moi, je veux dire que la première fois que j'ai lu les livres de Maitland, ça m'a scotché de voir cet énorme chapitre qu'il est dédié à la communication avec le patient. Et avec plein de verbatim, d'interaction avec des patients, très subtil. Donc je pense que Maitland était très très fin de ce point de vue-là et qu'il était sûrement totalement précurseur là-dedans. Au niveau biopsychosocial, en tout cas, on pourrait presque dire qu'il était en avance sur son temps là-dessus. Oui. Parce qu'il avait pensé à tout ça. Tu nous as évoqué l'alliance thérapeutique et sous couvert, on sent bien qu'il y a des compétences un peu de communication à développer. Avant juste de parler purement technique, est-ce que tu penses que les kinés français, en particulier, sont bien équipés pour ça, pour manœuvrer avec cette alliance thérapeutique, pour l'optimiser? Je crains que non. Hein. Je crains que non. Pourquoi En fait, dans presque chaque formation que je fais ou chaque présentation que je fais, je m'amuse à la chose suivante, c'est de demander aux personnes présentes dans la pièce leur avis sur le degré auquel la qualité de l'alliance thérapeutique avec le patient et la qualité de communication avec le patient et le thérapeute va influencer sur le résultat. Et très souvent, on a des gens qui disent 80%. Et il y a peu de gens qui descendent en dessous de 50%. Donc la plupart des soignants semblent penser que la qualité du résultat qu'ils vont obtenir, que 50% est conditionnée par la qualité de la relation thérapeutique avec le patient et de la capacité de communication du soignant. Et alors la question que j'aime bien enchaîner derrière, c'est donc si vous pensez qu'il y a au moins 50% de votre efficacité thérapeutique qui vient de cette qualité-là, combien de temps vous avez passé à être formé sur l'annonce thérapeutique et sur la communication avec le patient pendant votre formation? Et là, tout le monde lève les yeux au ciel. Hein. Les gens de ma génération, c'était inexistant. Et même encore maintenant, en fait, plutôt cette journée, on a une discussion tous les deux dans laquelle tu me disais que dans l'école dans laquelle tu interviens, c'est à Montbéliard? Alors, à plusieurs, mais à Montbéliard, par exemple, je sais qu'il y a plus de cours qu'avant. Et surtout, moi, à mon époque, je suis sorti en 2005 à Paris. Moi, j'avais des cours de communication, mais c'était de la com de marketeux. Tu vois, on apprenait à... Tu parlais du storytelling, c'était ça. Alors que pour moi, ce n'est pas de la communication au sens relation de soins et alliance thérapeutique. Et aujourd'hui, on a une implémentation qui est un peu plus importante, mais par contre, voilà, en termes d'heures, peut-être que ce n'est pas encore suffisant. C'est sûr. Oui. Très certainement que si jamais il y a 50% d'efficacité thérapeutique, alors après, c'est ce qu'estiment les praticiens. Hein. Mais bon, on a tous cette intuition très forte en tout cas. Et de penser que même ne passer seulement sur maintenant un cursus de 5 ans au total pour former un kiné, c'est-à-dire sur 5 ans, est-ce que vraiment on n'a que 25 heures à passer là-dessus, hein? Parce que moi, vraiment, ce qui m'est devenu apparent quand j'ai fait la formation d'entretien motivationnel, j'ai déjà fait 3 fois le premier module. J'ai fait le deuxième et le troisième et je compte les refaire parce que moi j'ai vraiment l'impression que chaque fois je m'approprie un petit peu plus et que ça demande beaucoup de pratique. Si on veut le faire de façon naturelle, que le patient ne se rende pas compte qu'on utilise une stratégie et si on veut le faire de façon vraiment pertinente parce que le propre des stratégies qui sont utilisées en entretien motivationnel, c'est d'être avec le patient, mais quand même de le pousser un peu dans la direction du changement, mais subtilement. Et donc, pour avoir quand même une directivité, mais subtile, je trouve que ça demande pas mal de pratique. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que beaucoup de ces choses sont contre-intuitives et qu'il ne suffit pas de savoir la théorie pour savoir l'appliquer. Qu'il faut faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de pratiques pour devenir fluide, là, dans le choix des mots, dans
le fait d'être capable du tac au tac de faire les bons enchaînements, ça demande vraiment de la pratique. Et vraiment dans le passé, et encore maintenant, on présume que ça se fera sur le terrain. Mais ça veut dire qu'on présume qu'il suffit de pratiquer la relation avec les patients pour que ça vienne et que c'est une qualité finalement simple qui va venir juste d'être exposé avec des interactions et de voir d'autres thérapeutes plus expérimentés que nous interagir avec des patients. Or, moi j'ai l'impression de ma génération, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont... Bon, il y a peut-être quelques personnalités exceptionnelles et des gens qui ont réfléchi à la question ou peut-être qui avaient des aptitudes naturelles qui sont très performants, mais j'ai l'impression que sinon, on est quand même resté dans des registres beaucoup plus classiques en termes de positionnement avec le patient et en termes de directivité. Et de ce fait-là, je pense que si on se calque sur nos aînés, eh ben, qu'on n'aura pas les outils optimum et les façons de procéder optimum pour avoir le plus de chances possible de modifier le comportement de nos patients. Ouais. Donc, vraiment, je pense que il y a encore des efforts à faire dans la formation initiale pour ça. Et ça me fait penser à, je crois que c'est Mike Stewart qui dit ça, souvent quand il est en conférence, il explique que on a tendance à penser que de facto, parce qu'on fait de l'éducation thérapeutique, on est des éducateurs, on est des pédagogues, je pense qu'il y a quelques kinés de ta génération, de la mienne aussi, on a eu une certaine éducation et en fait on est dans la reproduction de ce qu'on a connu. Oui. Et quand on regarde, je sais que tu as fait master sciences de l'éduc comme moi, quand on regarde les théories de l'apprentissage, en fait on est sur des théories de l'apprentissage presque behavioristes et en fait ça marche pas avec les patients et pourtant on reproduit parce que c'est ce qu'on a vu. Et moi je te rejoins là-dessus en disant, moi avant de découvrir justement l'EM et entre autres aussi la science de l'éduc, mais c'était contre-intuitif pour moi de faire certaines choses. J'étais dans le prescriptif, dans le faire la leçon au patient, pas l'engueuler, mais voilà, lui faire une leçon de morale, si vous ne faites pas d'efforts, je ne fais rien pour vous. Je crois que c'est un peu dans notre génétique, peut-être éducationnelle au final, en fonction de quand on est né. Et alors, on a parlé des Français, toi, tu as quand même un profil vraiment intéressant parce que tu as beaucoup, comme tu as dit, voyagé. Est-ce que dans les pays où tu as travaillé, parce que non seulement tu as voyagé, mais tu as travaillé dans des pays, est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait une différence pour les physios ou les physical thérapeutes de cette alliance thérapeutique? Est-ce que tu as noté des choses culturelles différentes dans les pays? Et moi, à l'époque, j'étais frappé par des façons de procéder qui me séduisaient, mais que je n'arrivais pas à reproduire chez certains physiothérapeutes anglais. J'ai un peu moins vu ça avec les Américains. Les Américains, je trouvais un côté assez directif. Tu penses que ça reste toujours ça? C'est une... Moi, j'ai vraiment l'impression que les Anglais sont très très imprégnés d'EM plus que nous. Rolnick, c'est un États-Unien ou c'est un Anglais? C'est un Anglais. Ah, je pensais que... William, c'est un Américain. D'accord. Mais Rolnick est anglais. Oui. D'accord. Oui, donc effectivement, c'est un peu une colle. Je ne saurais pas dire en fait. Si ça a beaucoup évolué, puis bon, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis rentré en France. Donc je ne saurais pas dire. Alors justement, si on peut parler maintenant d'un peu plus de façon concrète, tu as parlé d'EM notamment. J'imagine qu'il y a des techniques et il y a des petits trucs qu'on pourrait avoir. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner déjà comme petits trucs et astuces pour aider les personnes qui nous écoutent dans la partie, on va dire, entretien, qu'on pourrait appeler aussi interrogatoire, et examen physique? Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui te paraissent vraiment primordiales pour un physio, justement, aujourd'hui? Oui. Je pense qu'il y a des choses faciles à faire que probablement beaucoup de gens font déjà, mais qu'ils peuvent faire encore plus et encore mieux. Je pense qu'on est, par exemple, un peu tous des monsieur et madame Jourdain du reflet. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le reflet, c'est cette notion de redire au patient ce qu'il vient de nous dire en le reformulant. Et c'est un outil extrêmement simple, mais puissant, qui permet de faire deux choses. La première, c'est que on sait que pour que se crée l'alliance thérapeutique,
un truc essentiel, c'est que le patient pense qu'on l'a écouté et qu'on l'a entendu. Et souvent, nous, on est déjà pas mal à se mettre dans cette attitude d'empathie, mais il y a une grande différence entre le fait d'être empathique et de manifester son empathie. Et il ne suffit pas d'avoir une bonne attention, une bonne concentration, d'avoir carrément un regard concentré, d'acquiescer, peut-être d'avoir un peu les mêmes expressions de visage que le patient. Déjà, ça crée de la connivence et le patient l'apprécie. Mais si en plus, on manifeste notre empathie en lui redisant, dès que quelque chose d'important est dit, il faut lui redire en le reformulant, on lui dit « je t'ai entendu » et « est-ce que j'ai bien compris ?» Donc cette double fonction à chaque fois. Et il y a un principe de base dans la communication, c'est que si le patient a l'impression, le patient va beaucoup plus nous écouter s'il pense qu'on l'a écouté. Il y a toujours cette notion de réciprocité dans les relations humaines qui fait que s'il pense qu'on l'a écouté, il va beaucoup mieux nous écouter. Il se dit, cette personne a vraiment cherché à me comprendre, et maintenant, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et alors, les reflets, c'est vraiment un art très intéressant. Au début, il faut faire des reflets simples, donc juste ne pas modifier le contenu, mais juste reformuler quand on s'initie à cette pratique. Et puis après, le reflet, ça peut être quelque chose d'extrêmement important aussi pour conduire à des modifications de comportement du patient en faisant des reflets complexes. Dans l'évolution, dans l'étude qu'ils font sur l'évaluation de la pratique de l'EM, ils ont remarqué que les reflets complexes sont un des outils les plus puissants. Et ce qu'on entend par reflet complexe, c'est le fait par exemple, de rendre explicite quelque chose qui est implicite. Et par exemple, on peut rendre explicite des émotions sous-jacentes. Et par exemple, si un patient nous exprime à quel point il nous parle de son travail, il nous parle de ne pas pouvoir prendre ses enfants dans ses bras, il nous parle de ne pas pouvoir jouer au badminton, on peut faire un reflet du style ah oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont vraiment importantes pour vous, et à cause du problème qui vous amène chez moi, vous ne pouvez pas faire, et vous devez être vraiment frustré par rapport à ça. Sa frustration était implicite, mais le fait que moi je le dise, là la personne, souvent on voit dans son regard, je dis ah oui, celui-là il m'écoute vraiment, il comprend vraiment ce qui m'arrive. Donc ça peut être vraiment utile en termes de créer cette connivence, d'avoir beaucoup d'empathie. Et les reflets complexes, ça peut être aussi quelque chose d'utile pour refléter des valeurs qu'a cette personne et qui pourraient être utiles pour l'aider à trouver ses motivations. Comme des ressources, par exemple. Les ressources. Ou par exemple, si quelqu'un nous dit « Ah oui, de toute façon, depuis un bon bout de temps, je fais mes exercices, un kiné m'a montré ça, et je fais ma petite gym tous les matins, 10 ou 15 minutes. » À ce moment-là, je peux lui faire un reflet en disant « Oui, donc vous êtes quelqu'un qui attache vraiment beaucoup d'importance à ce que son corps aille mieux, et vous avez déjà prouvé à vous-même, dans le passé, que vous êtes capable de mettre en œuvre quelque chose tous les jours à la maison. » Et donc je lui redis ce qu'elle vient de me dire, mais en mettant en valeur le fait qu'elle l'a fait et que c'est un besoin important pour elle de s'occuper de son corps. Bon, mais le fait de mettre en exergue quelque chose qui est un besoin pour le patient, c'est quelque chose que je pourrais convoquer plus tard dans la conversation en disant voilà, vous qui attachez vraiment d'importance à entretenir votre corps, moi j'ai quelques suggestions sur la base de ce qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent peut-être encore améliorer ce que vous avez mis en œuvre. Et du coup, on fait un lien avec ce qu'il fait déjà, et je pense que ça va rendre plus facile le fait pour lui de l'incorporer, le fait qu'il a vu que j'ai reconnu ses capacités, puis je suis capable de le lui rappeler. En fait. Donc c'est cette forme de reflet-là. Ou un autre exemple de reflet qui peut être intéressant, c'est si le patient exprime le fait qu'il n'a pas le temps d'aller voir le médecin, il est très occupé, et puis dans le passé, quand il a un problème, il essaie de se débrouiller tout seul. On pourrait lui faire un reflet en disant donc je vois que vous êtes quelqu'un qui, d'une part, qui est très occupé, puis qui apprécie le fait d'être autonome. Déjà parce que vous n'avez pas le temps, puis c'est peut-être votre personnalité de vouloir être autonome et gérer vos problèmes vous-même. Et là, si je vois que j'ai tapé juste, et je vois que la personne acquiesce, il dit oui, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi.
Là, c'est un reflet qui peut fonctionner et puis qui va nous aider par la suite, en fait. Donc, le fait de lire entre les lignes, d'une part, d'essayer de lire entre les lignes les émotions, d'essayer de repérer des valeurs qui sont importantes pour cette personne-là, des expériences qu'il a déjà eues qui nous montrent qu'il est capable de se motiver lui-même, c'est quelque chose, je pense, pour lequel il faut que nous, on s'habitue à le repérer. Et si on fait les bons reflets, de le mettre en exergue, et ça va être utile. Et c'est un exercice de style pour nous, de sortir les antennes, en fait, et d'essayer de repérer toutes ces choses-là, mais ça va être vraiment, vraiment utile dans le fait de construire la relation avec le patient, et puis d'aller pêcher des choses qui pourraient faire partie de sa motivation intrinsèque. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez suivre la suite de l'entretien d'ici 15 jours dans la deuxième partie. À très vite.